par définir le mouvement des Lumières. Les Lumières sont un mouvement européen né à la fin du XVIIe siècle, mais qui s'est développé au XVIIIe siècle. Nommé Aufklärung en Allemagne, Enlightenment en Angleterre, Illuminismo en Italie, c'est une vague européenne dont la France occupe une place centrale. La métaphore de la lumière représente la raison qui éclaire, qui dissipe les ténèbres, qui triomphe de l'obscurantisme. Les philosophes des Lumières veulent combattre l'ignorance. Le contexte historique et social de ce mouvement. Le mouvement des Lumières s'étend de la mort de Louis XIV jusqu'à la période de la Révolution française. À l'époque, la France est une puissance européenne dirigée par une monarchie absolue, ce qui signifie que le roi détient tous les pouvoirs et peut seul faire les lois. La fin de règne de Louis XIV, surnommé le roi Soleil, est marquée par une vie de cour austère et l'esprit bigot, c'est-à-dire soumis aux religieux. Le roi avait mis en place des impôts trop lourds pour financer les guerres, telles que la guerre de succession d'Espagne, et il laisse le pays dans une détresse financière. À la mort de Louis XIV, Louis XV n'a que 5 ans. C'est donc le duc Philippe d'Orléans qui va assurer la régence, le temps que Louis XV atteigne la majorité. Les parlementaires ont durant cette période un pouvoir accru. Pour rénover les finances, le régent tente d'assouplir le système et met en place une banque d'État et du papier-monnaie. C'est le système Lao. Mais c'est un désastre. La régence prend fin en 1723 lorsque Louis XV atteint 13 ans. Louis XV fut au début surnommé le bien-aimé. Mais ses mœurs scandaleuses, avec de multiples maîtresses, ont poussé le peuple à rapidement le contester. Il fait des guerres calamiteuses, qu'il perd. Il rompt ainsi son alliance avec Frédéric de Prusse et s'allie avec l'Autriche. Cette nouvelle alliance entraîne la France dans la guerre de 7 ans, à la fin de laquelle la France doit céder ses territoires au Canada et en Inde. Il meurt en 1774 de la petite vérole, accablé par la vindicte populaire. Louis XVI, son petit-fils âgé de 19 ans, lui succède alors. Il épouse l'archiduchesse autrichienne Marie-Antoinette, dont les dépenses occasionnées par ses nombreuses fêtes lui donnent mauvaise réputation auprès du peuple. Pour faire face au désastre financier, Louis XVI convoque en mai 1789 les États généraux, assemblée composée du clergé, de la noblesse et du tiers-État, dans l'espoir d'obtenir de nouveaux impôts. Les députés vont former l'Assemblée nationale constituante, dont le but proclamé est de limiter les pouvoirs du roi. Pour maintenir son pouvoir, Louis XVI tente de les intimider militairement, mais devra capituler devant le soulèvement parisien qui aboutit à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille ouvre la voie d'une révolution populaire. Les privilèges et le droit féodal sont abolis. La Constitution est votée en 1791. Elle instaure un nouveau type de monarchie avec une assemblée législative. Le roi fait semblant d'accepter la révolution, mais va en réalité écrire aux monarques européens pour leur demander de l'aider à le rétablir au pouvoir. La France entre en guerre et la famille royale sera inculpée pour trahison. Louis XVI est ainsi guillotiné en 1793. Comme on constate, les Lumières se développent dans un climat historique favorable, car la monarchie était de plus en plus critiquée. La société française de l'époque est très hiérarchisée. Elle est constituée de 3 États, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Elle repose sur un système très contesté par les Lumières, où seule la naissance compte, là où les philosophes des Lumières veulent voir reconnu le mérite personnel. La caricature représente bien la situation du tiers-État de l'époque, qui supporte seul tous les impôts et les charges, alors que le clergé et la noblesse n'en paient aucun. Mais l'émergence d'une bourgeoisie aisée va remettre en question le système social des privilèges. Cette évolution va avoir un impact sur le public des sciences et des lettres, car c'est surtout la bourgeoisie qui va former le public de théâtre et lire les œuvres. Dans une société où les écrits sont contrôlés et passés au crible de la censure, les salons sont des espaces où la parole se fait plus libre. Ils réunissent les écrivains, les philosophes, les scientifiques et les grands esprits de l'époque. C'est un moyen efficace pour les auteurs de faire connaître leurs œuvres, leurs idées, mais également de trouver des soutiens politiques et financiers. Les salons ont ainsi joué un rôle important dans la diffusion des idées des Lumières. Les salons les plus importants de l'époque sont ceux de Mademoiselle de Lespinasse. Elle soutient financièrement l'aventure de l'encyclopédie. C'est la nièce d'une grande salonnière, Madame de Dufan. Son salon reçoit Condillac, Condorcet, Montesquieu, Fontenelle. On appelait son salon le laboratoire de l'encyclopédie, et elle en était l'égérie. Madame de Tencin. Mère de Jean d'Alembert, elle tient l'un des salons littéraires les plus réputés de l'époque. On l'appelait la ménagerie. D'abord essentiellement consacré à la politique et à la finance, il devient à partir de 1733 un centre littéraire. Les plus grands écrivains de l'époque le fréquentent, Fontenelle, Marivaux, l'abbé Prévost, Montesquieu. Ces écrivains qu'elle appelait ses bêtes venaient présenter leurs derniers écrits.
Madame Geoffrin a elle aussi soutenu financièrement l'encyclopédie. À la mort de Madame de Tencin, c'est elle qui recueille ses anciens hôtes. Son influence a été immense, car elle a apporté son aide à la germination des idées des Lumières. Mais les salons ne sont pas les seuls lieux d'échange. Les cafés tels que le Procope permettent aussi aux écrivains de se retrouver. Le Procope devient très vite l'un des cafés littéraires les plus courus de Paris. À la fin du XVIIIe, on le surnomme par dérision la Chambre des communes, car c'était le lieu où l'on frondait le plus les opérations de la cour. Les idéaux des Lumières. Ils cherchent à répandre le savoir. À l'époque, seul un tiers des hommes français sait lire et écrire, un quart seulement chez les femmes. L'objectif des philosophes des Lumières est donc de diffuser davantage les connaissances. Au début, seul le public bourgeois et aristocrate, instruit et cultivé, a accès aux textes des Lumières. De nombreuses expéditions, telles que celle de Cook ou de Bougainville, élargissent l'horizon et les connaissances de l'époque. Les voyages permettent de comparer sa culture à d'autres civilisations et de remettre en question ses coutumes, ce qu'on appelle le relativisme. Cet attrait pour la diffusion de l'information et du savoir va permettre l'essor de la presse au XVIIIe siècle, avec l'apparition de beaucoup de petits périodiques. L'édition de livres se développe aussi, avec notamment la multiplication des dictionnaires. La censure préalable contraint tout écrivain à obtenir une autorisation de publication, ce qu'on appelle un privilège, qui n'empêche pas pour autant que le livre puisse être condamné par l'Église, la Sorbonne ou le Parlement. Le privilège vise surtout les romans et la littérature, que l'on soupçonne d'être un genre douteux. En 1737 et 1740, on interdisait ainsi les romans. Du coup, les auteurs faisaient semblant de publier des histoires vraies, telles que des lettres trouvées. Ils souhaitent également développer la raison et exercer l'esprit critique. L'usage de la raison remet en question toute forme d'autorité. Se développe l'esprit critique qui affranchit l'homme des préjugés et des superstitions. Les philosophes des Lumières rejettent ainsi les croyances qui ne peuvent pas être prouvées par des expériences scientifiques. Ils ont foi dans le progrès. Le XVIIIe siècle développe les applications des découvertes scientifiques et techniques du XVIIe siècle. Le principe de la vaccination, l'électricité, la force de la vapeur. Ces découvertes ont des conséquences sur la philosophie. Jusque-là, on recherchait dans les sciences les signes de la création divine. Désormais, on prend conscience que les connaissances humaines peuvent progresser. Le progrès des sciences et des techniques est censé améliorer le sort de l'homme. Ils défendent les valeurs de tolérance, de liberté et de fraternité. Les hommes des Lumières revendiquent les libertés nécessaires à l'exercice de la raison, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Pour eux, pas de bonheur possible sans liberté. Ils se battent également pour l'égalité devant la loi, ce qui les pousse à condamner l'idée que des peuples seraient inférieurs aux Européens. Ils condamnent par conséquent l'esclavage. Ils s'opposent à la monarchie absolue. Montesquieu plaide pour une monarchie modérée et la séparation des pouvoirs. Diderot, dans son article Autorité politique, dénonce le caractère tyrannique de la monarchie absolue. Les philosophes sont modérés et appellent de leur vœu une monarchie parlementaire sur le modèle anglais. Seul Rousseau, dans son Contrat social, souhaite l'avènement d'une république, où la société serait gouvernée par la volonté générale de son peuple. Il dresse une critique religieuse et lutte contre le fanatisme. Les philosophes constatent des contradictions entre les paroles religieuses et les actes. La religion ne dit rien sur le commerce triangulaire et l'esclavage, mais encore bien souvent y participe, en convertissant de force les esclaves. Il dénonce également l'intolérance religieuse, source de fanatisme et de guerre de religion. Il plaide pour la quête du bonheur. Les Lumières font de la recherche du bonheur le but de l'existence humaine. L'homme a droit au bonheur et se doit d'agir en vue du bonheur commun. Pour y accéder, ils affirment le droit à une nourriture suffisante, mais aussi à une protection de la santé. Le philosophe des Lumières est un homme d'engagement, investi dans la société de son époque. Cet engagement, il le paie parfois au prix de sa liberté, en connaissant la prison, l'exil. Les philosophes des Lumières n'ont pas été des promoteurs de la Révolution, mais ils ont défendu des idées qui l'ont nourrie. Mais le mouvement des Lumières ne parle pas d'une seule et même voix. Prenons l'exemple de la condition féminine. La majorité des philosophes, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Helvétius, d'Alembert, Olympe de Gouges, Madame du Châtelet, souhaitent une égalité des droits entre les deux sexes, ainsi que l'accès à une éducation équitable pour les femmes. Rousseau, quant à lui, défend une vision réductrice de la femme. Elle est subordonnée à l'homme et doit lui rendre la vie agréable et se consacrer à l'éducation des enfants. Il y avait donc de nombreuses polémiques entre eux, et la plus notable est celle qui opposa Voltaire et Rousseau, les meilleurs ennemis. Voltaire reproche à Rousseau de trahir les idéaux des Lumières, car il critique la civilisation, y compris la culture, comme étant corruptrice pour l'homme.
Leur conflit va aller crescendo par l'échange de lettres incendiaires, jusqu'aux reproches faits par Voltaire à Rousseau d'avoir abandonné ses 5 enfants. Décédés tous les deux en 1778, à 2 mois d'intervalle, leurs dépouilles se font désormais ironiquement face au Panthéon. L'Encyclopédie, l'œuvre majeure des Lumières. À l'origine, l'encyclopédie ne devait être qu'une traduction en français d'une encyclopédie anglaise. Finalement, ce projet se transforme en une synthèse de toutes les connaissances scientifiques et techniques de l'époque. La diffusion de cet ouvrage devait ainsi participer à la diffusion des savoirs et à l'instauration d'une nouvelle façon de penser basée sur la raison. Elle sera au final composée de 35 volumes, entre 1751 et 1772. Diderot et le scientifique d'Alembert s'entourent des esprits les plus brillants de l'époque, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, d'Holbach, Helvétius, Buffon. Pour organiser cette grande entreprise, ils établissent un arbre des connaissances et y placent la raison au sommet. Pour les ordres religieux, c'est Dieu qui aurait dû être placé en haut. Le pape intervient et met l'ouvrage à l'index, c'est-à-dire qu'il en interdit la lecture et la possession. En 1759, le privilège royal qui autorise l'œuvre est supprimé. Le Parlement condamne tous les exemplaires à être brûlés. Des hommes en armes saisissent les manuscrits et les copies. Diderot confie à un magistrat haut placé et insoupçonnable, Malesherbes, des copies à cacher. Madame de Pompadour, la maîtresse du roi, manœuvre dans les couloirs du pouvoir. À l'issue d'une incroyable bataille d'influence contre la reine et les jésuites qui cherchent à faire échouer le projet, l'encyclopédie est sauvée. Diderot a échappé à la prison de Vincennes, mais d'Alembert préfère renoncer au projet. Diderot va faire imprimer les prochains tomes en Suisse, où ni le pape ni le roi de France n'ont autorité. Ou plutôt faire semblant. En vérité, l'encyclopédie continue à être imprimée en cachette à Paris. Malgré les interdictions, le succès de l'ouvrage s'amplifie. L'encyclopédie sera ainsi plusieurs fois rééditée. Les auteurs et les œuvres des Lumières. Diderot est un écrivain et philosophe des Lumières. En 1746, ses pensées philosophiques, publiées anonymement, sont condamnées à être brûlées en public par le Parlement de Paris pour ses opinions déistes. Il dirige l'encyclopédie de 1751 à 1772. En parallèle de son œuvre pour l'encyclopédie, il poursuit une œuvre littéraire. Ses œuvres les plus connues sont Jacques le Fataliste et le supplément au voyage de Bougainville. Dans ce dialogue philosophique, Diderot donne la parole à un vieux Tahitien qui dénonce la colonisation ainsi que les méfaits de la société dite civilisée. D'Alembert est un mathématicien, physicien, philosophe qui a dirigé l'encyclopédie avec Diderot. Il y revoit les articles relatifs aux mathématiques et à la physique, l'astronomie. Il y rédige près de 1700 articles. Le discours préliminaire de l'encyclopédie lui ouvrit la porte de l'Académie française. Il se retire du projet de l'encyclopédie en 1757. D'Holbach est un philosophe d'origine allemande qui collabore à l'encyclopédie pour des articles de chimie et de minéralogie. Le baron d'Holbach est un érudit fortuné qui devient, grâce au salon qu'il anime, l'une des grandes personnalités de la vie parisienne. Dans le Christianisme dévoilé, en 1761, il rédige un véritable code de l'athéisme. Pour lui, ce sont la peur et l'ignorance qui conduisent les hommes à croire en Dieu et les poussent vers les religions. La plupart de ses œuvres paraissent anonymement. Très peu échappèrent aux condamnations du Parlement et à la mise à l'index de Rome. Montesquieu est un philosophe et écrivain français. Ses 2 œuvres majeures sont les Lettres persanes, publiées anonymement, roman épistolaire dans lequel il dresse la satire de la société française à travers le regard de visiteurs venus de Perse. L'Esprit des lois est l'œuvre de sa vie. Dans ce traité de théorie politique, auquel il consacra 14 ans de travail, il envisage 3 types de gouvernement, la République, la monarchie, le despotisme. Il y défend le principe de séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Cette œuvre inspira à la fois les auteurs de la Constitution des États-Unis et ceux de la Constitution française. Condorcet est un mathématicien, économiste, philosophe et homme politique français. Il a collaboré à l'encyclopédie. Il fut élu secrétaire de l'Académie des sciences, mais aussi secrétaire de l'Académie française. Ouvertement républicain, il est l'un des acteurs importants de la Révolution française. Il défend activement la cause des femmes et leur droit de vote et propose des réformes de l'éducation, telles que la laïcité, la gratuité et l'universalité de l'enseignement. Helvétius est un philosophe et poète français. Il a collaboré à l'encyclopédie dont il est aussi un mécène. Son œuvre majeure, De l'Esprit, est condamnée par le Conseil du roi. Il y défend l'égalité naturelle des hommes et un certain athéisme. Il considère l'homme comme le produit de son environnement et de son éducation. Marivaux est un écrivain, journaliste et dramaturge français. Il publia une 40aine de pièces de théâtre, comédies de sentiments, comédies d'intrigue, comédies de mœurs. Il est surtout connu pour sa capacité à décrire toutes les nuances et les troubles de l'amour.
Son nom a donné naissance au terme marivaudage, pour décrire des échanges de séduction amoureuse par le biais de propos galants d'une grande finesse. Parmi ses œuvres majeures, on notera L'île des esclaves, qui met en scène deux maîtres et leurs esclaves, et dresse la critique des inégalités sociales, ou encore les pièces Le jeu de l'amour et du hasard et Les fausses confidences. Beaumarchais est un écrivain, dramaturge, homme d'affaires, mais aussi espion pour le comte du roi. C'est un homme d'action et de combat. Il est célèbre pour sa trilogie avec le personnage de Figaro, constitué des pièces Le barbier de Séville, Le mariage de Figaro, La mère coupable. Le mariage de Figaro est devenu un classique du théâtre français. Il y insère la critique de l'inégalité des classes qui annonce la Révolution française. Rousseau est un compositeur, écrivain et philosophe français. Il a écrit des articles sur la musique dans l'Encyclopédie. Dans le contrat social, il propose de créer une société différente où les hommes seraient libres et égaux et où le peuple serait souverain. Souvent incompris et marginalisé de son vivant, son œuvre aura un impact majeur. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inspirée par son contrat social. Il est également connu pour ses Confessions, la première autobiographie moderne, qui fit scandale car on lui reprocha son impudeur. Voltaire est un philosophe, écrivain et historien français. Il publie des lettres philosophiques sans autorisation, ce qui l'oblige à quitter Paris, tant cette satire des mœurs et des institutions françaises fait scandale. Il est surtout connu pour ses contes philosophiques, dont le plus célèbre est Candide ou l'optimisme. Voltaire y dénonce avec ironie la société de son temps et les maux qui la rongent, notamment le fanatisme religieux, l'esclavage, la violence. C'est également un écrivain engagé qui, dans son traité sur la tolérance, prend la défense de Jean Calas, une victime de l'intolérance religieuse qui fut injustement exécutée. Il obtient la révision du procès et la réhabilitation de Jean Calas. Madame du Châtelet est une grande mathématicienne et physicienne qui fut considérée de son vivant comme l'un des savants les plus célèbres d'Europe. Poussée par Voltaire, devenu son amant, elle est la première et seule traductrice de Newton, dont elle a analysé, expliqué et développé de nombreux éléments. À sa mort des suites d'un accouchement, Voltaire dira d'elle « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme ». Olympe de Gouges est une femme de lettres devenue femme politique. Elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne face à l'Assemblée constituante qui exclut les femmes de la politique. Elle publie ce texte qui est l'un des fondements du féminisme. Elle y prône l'émancipation de la femme et l'égalité totale et inconditionnelle entre les deux sexes. Elle est morte à 45 ans, guillotinée, pour avoir revendiqué le droit des femmes à participer à la vie politique. John Locke est un philosophe anglais qui fut pris pour modèle par les philosophes français des Lumières. L'Essai sur l'entendement humain est son ouvrage majeur. Locke y professe que l'homme ne possède aucune idée innée. Nos idées viennent de nos sensations et de la réflexion. La connaissance la plus sûre est celle que reçoivent passivement nos sens. Il est le fondateur de la conception moderne du droit. Le pouvoir politique n'existe qu'à l'état de société, résultat du contrat librement consenti par les hommes pour se doter de lois. David Hume est un philosophe, économiste et historien écossais. Il est fondateur avec Locke de l'empirisme. Nos idées viennent de nos sensations. Il prône le scepticisme modéré, qui permet d'explorer le champ de l'expérience tout en rappelant les faiblesses de la raison.